Le constat, c'est que j'entendais parler d'un chiffre absolument incroyable qui était 40% d'enfants qui étaient en grande difficulté chaque année à la fin du CM2. Donc c'est-à-dire que tous les ans, 300 000 enfants sortent du CM2 avec des lacunes tellement importantes qu'ils n'auront pas une scolarité normale au collège. C'est plus seulement une erreur sur quelques détails. On s'est trompé, quoi. Et là, on parle que des chiffres. Quand je dis 40%, on parle que des chiffres des enfants. On parle pas des enseignants qui sont à bout. Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est, comme le système n'est pas adapté aux mécanismes humains, ni ceux des enfants, ni ceux de l'adulte, tout le monde s'épuise. Tout le monde se fatigue. Pour un résultat qui est pas si bon que ça. C'est-à-dire qu'il faut donner un énorme effort constant pour avoir un résultat qui est pas mal. Mais le rapport entre l'effort donné et le résultat obtenu n'est pas bon. On peut pas continuer comme ça. L'être humain est précablé pour apprendre simplement en vivant. On n'est pas du tout fait pour ne pas apprendre. On n'est pas du tout fait pour vivre dans la violence. Il faut bien comprendre, il faut bien se rappeler que pendant les 3 premières années de sa vie, l'être humain apprend à se mettre debout tout seul. Il apprend à marcher tout seul. Il apprend à parler la langue de son milieu, que ce soit de l'arabe, du français, de l'anglais, peu importe. Il l'apprend quasi parfaitement. À 3 ans, il est capable en français de parler même avec du subjonctif, et tout ça sans aucun maître. Et nous, et là je cite Maria Montessori, pour les 3 prochaines années de sa vie en maternelle, nous allons lui donner comme programme les 26 lettres de l'alphabet et apprendre à compter jusqu'à 30. C'est une offense à la nature humaine. Je crois que l'école, quand elle a été créée, n'a pas été pensée, n'a pas été fondée, n'a pas été fabriquée, élaborée à partir des mécanismes naturels d'épanouissement et d'apprentissage humain. De toute façon, on ne pouvait pas, donc c'est clair qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle n'a pas été construite avec ces mécanismes, puisqu'on ne les connaissait pas à l'époque. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. En
Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Alors, les fonctions exécutives, ce sont les fonctions essentielles de notre intelligence. C'est ce qui nous permet de fonctionner, d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Qu'il s'agisse de retenir un numéro de téléphone, de faire un lacet ou de faire un plan de vie pour devenir architecte, vous avez besoin de vos compétences exécutives. Alors les scientifiques, les chercheurs, les spécialistes des fonctions exécutives en relèvent 3 principales. La mémoire de travail, dont je parlais tout à l'heure, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive. La mémoire de travail, c'est la fonction, la compétence qui nous permet de garder de l'information en mémoire, mais sur un temps court, plus ou moins court. Comme justement quand on essaie de retenir un numéro de téléphone, là on fait appel à notre mémoire de travail. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retenir toute notre vie. Mais pour atteindre un objectif, on a besoin de garder cette information en mémoire. Le contrôle inhibiteur, donc c'est notre capacité à contrôler les gestes, à contrôler les émotions, mais c'est un contrôle qui va avoir lieu par l'inhibition. En fait, c'est qu'on va réussir à garder l'attention focalisée parce qu'on inhibe ou un geste, ou une pensée, ou une émotion. On va comme mettre de côté. Ne pas porter l'attention sur quelque chose pour se centraliser, focaliser sur une chose. Et c'est ce qui nous permet aussi, du coup, de réfléchir avant d'agir, de ne pas avoir des comportements impulsifs. Et la flexibilité cognitive nous permet de détecter une erreur et, suite à cette détection, de réajuster nos stratégies pour atteindre l'objectif. Même lorsque 2 enfants seulement possèdent des compétences exécutives sous-développées, une classe entière peut être désorganisée et un temps précieux détourné des activités d'apprentissage. Elles sont même considérées comme les fondations biologiques de l'apprentissage. Et les personnes ayant de bonnes compétences exécutives obtiennent donc de meilleures performances scolaires. Ça semble évident parce qu'à l'école, il faut savoir retenir une consigne pour l'avoir en mémoire jusqu'à la fin de l'exercice. Il faut pouvoir détecter une erreur, corriger son erreur, planifier, quand on résout un problème mathématique, il faut planifier différentes étapes. Il faut des compétences exécutives pour être bon à l'école, en fait. Donc, ils ont de meilleures performances scolaires, ils réussissent mieux leurs examens, parce qu'ils ont aussi un contrôle inhibiteur. Quand on a un contrôle inhibiteur, on est capable de se dire, bon, c'est pas très intéressant, mais je vais aller jusqu'au bout quand même. Je vais inhiber le bruit, je vais inhiber mon envie d'aller lire ça ou d'aller parler avec un copain. Je vais rester concentré sur la tâche jusqu'à la fin pour rendre ma feuille et être tranquille. Souvent, les bons élèves, en fait, ont un très bon contrôle inhibiteur. C'est d'ailleurs, je fais une petite digression, mais c'est d'ailleurs ce qui nous cache, ce qui masque, ce qui absorbe notre erreur.
D'un seul coup, ceux qui ont un peu de contrôle inhibiteur, ils nous embêtent. Mais en fait, c'est eux qui nous permettent, qui nous indiquent qu'il y a un problème. Les enfants qui arrivent à se contrôler, ils masquent notre erreur. Sans ces compétences, nous ne pourrions pas avoir un comportement intentionnellement organisé et contrôlé pour atteindre un but quel qu'il soit. Toute situation d'action ou d'apprentissage serait rendue difficile. Nous ne pourrions pas atteindre un but si nous ne pouvons pas planifier des actions, les mémoriser les informations, garder en mémoire les informations importantes pour atteindre ce but. Nous ne pourrions pas l'atteindre parce que si nous ne détectons pas l'erreur, a priori, on risque de passer à côté. Et on a besoin de la flexibilité cognitive pour, une fois l'erreur détectée, réajuster nos stratégies et nos comportements pour atteindre cet objectif. Mon avis, c'est que la première chose à faire, c'est réellement d'être bienveillant, mais dans une bienveillance active. Et je pense que juste en changeant cette posture-là, vis-à-vis de l'enfant, il y a plein de choses qui se déclenchent parce que ça commence à se déclencher chez les enfants. Et donc, c'est tout l'environnement qui commence à changer. L'adulte doit aider l'enfant à faire seul, d'où la grande phrase de Maria Montessori, qui était extrêmement scientifique comme phrase, et s'effacer progressivement, mais pas d'un coup. Il s'agit d'un étayage. Il faut que l'enfant, avant d'être autonome, puisse intérioriser. Et comment mieux le dire que ça, puisqu'il va devoir créer tous les circuits neuronaux, il doit intérioriser pour ensuite être capable de faire seul. Rien de plus. C'est tout. La seule chose qu'on puisse faire et peut-être qu'on doit faire pour aider le développement des compétences exécutives, c'est de ne pas les entraver. C'est de laisser les enfants faire seuls. Environnement riche, de qualité, qui lui permet d'être autonome et qui lui laisse le temps d'explorer. Il faut qu'il soit en contact avec la faune, la flore de son environnement, les habitudes culturelles, pratiques, quotidiennes de son groupe social. Et quand je dis les habitudes culturelles, c'est le langage, c'est la musique, c'est les mathématiques. Il faut qu'il soit en présence constante de ces choses-là. Et qu'il puisse avoir des relations humaines riches et variées. Qu'il puisse être en contact avec des enfants ou des adultes, donc des personnes humaines qui n'ont pas son âge. Ce genre d'environnement n'est pas d'un type figé. Il correspondra aux moyens dont vous disposez, aux moyens humains, aux moyens financiers et de ce que vous pouvez apporter pour le moment, puis ça évolue, quoi. Et l'espace dont vous disposez, exactement. Donc, il n'y a pas de bien, de mal, on fait ce qu'on peut, en fait. Et ça, c'est vraiment très important, parce que c'est ce que je citais Maria Montessori qui disait ça, mais c'était aussi quelque chose d'important pour elle. Donc, il n'y a pas à avoir tout le matériel, il n'y a pas à se dire qu'il faut absolument un lien avec l'extérieur, on fait ce qu'on peut. L'important, c'est de tendre vers des conditions chaque année ou de plus en plus optimales, si c'est possible, mais il faut un peu lâcher prise aussi avec ça. L'enfant apprend par modélisation pour structurer ses circuits neuronaux. Il faut qu'il y ait un exemple, et ce que Vygotsky appelait la zone proximale de développement. C'est cette zone où la difficulté est très intéressante, donc c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose un peu mieux que nous, mais c'est pas décourageant, c'est pas trop. Il faut que l'adulte prenne le temps de montrer à l'enfant comment être autonome. Et il va devoir le répéter souvent, le temps que les circuits se renforcent. Donc, montrer, 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 montrer.
Et on ne peut pas dire à un enfant, mais enfin, mets ta chaussure. Mais mets ta chaussure quand même, tu vois bien. Non, il ne voit pas en fait. Il faut qu'il ait vu comment faire pour que le chemin neuronal se soit créé et qu'il puisse le reproduire. S'il n'a pas vu, il ne peut pas le faire. En tout cas pour les choses pratiques comme ça. Grande attention sur ce point, le niveau de langage. Pourquoi ? Pas seulement parce que c'est une clé sociale, mais je pense que c'est vraiment une clé de la pensée, de l'intelligence logique. Quand on arrive à exprimer ses pensées, il y a quelque chose qui s'ordonne dans notre tête. Tout ce que vous faites, vous êtes en train de l'apprendre à l'enfant. Quand vous êtes en train de vous fâcher après un enfant, quand vous êtes en train de claquer une porte parce que ça s'est mal passé, quand vous réagissez à une situation en pleurant ou en riant ou de façon calme, vous êtes en train de l'apprendre à tous les enfants qui sont autour, malgré vous. Donc c'est vraiment très important. Vous faites partie de l'environnement. Nous sommes même l'élément essentiel, la clé de voûte de l'environnement de l'enfant. Donc il faut se concentrer sur l'environnement extérieur, mais il faut aussi beaucoup se concentrer sur nous-mêmes. Ensuite, dans cet environnement de qualité, donc il doit y avoir de l'exemplarité, de l'ordre. L'ordre extérieur amène l'ordre intérieur. Le cerveau humain a besoin de pouvoir organiser les impressions sensorielles du monde en les classant, en les nommant. Nommer est une forme d'organisation, de classification des choses. Donc c'est important dans cet environnement riche qu'il puisse y avoir un ordre. Alors il ne s'agit pas d'être psychorigide, mais il faut que l'adulte apporte cet ordre-là à l'enfant dans l'environnement pour qu'il puisse mieux se l'approprier. L'important, c'est d'aller vers le plus d'ordre. Ce n'est pas gênant de défaire en cours d'année le désordre. Toujours aller vers l'ordre. On va permettre l'orientation, donc le développement de l'autonomie. On ne peut pas, surtout un enfant de 3-4 ans, s'orienter dans un environnement où on ne se repère pas. Et puis, donc ça favorise la lecture du monde, dont on l'a dit tout à l'heure, le lien qui existe entre les objets. Donc ça développe l'intelligence et la pensée logique. Et enfin, ça favorise, ça soutient le développement des fonctions exécutives. Votre humanité, votre amour, votre disponibilité sont les leviers de l'intelligence de nos enfants. Vous pourrez avoir tout le matériel didactique Montessori, un environnement propre, des fleurs magnifiques, des collègues incroyables. Si vous restez dans une position trop verticale, humiliante, verbalement, ça ne marchera pas. Ces enfants, donc, qui avaient été testés au début d'année, étaient très en dessous de la norme sur toutes les dimensions testées, hormis quelques-uns, mais enfin c'était globalement pas bon, quoi. C'était assez triste. Et bien, figurez-vous qu'en 6 mois, 74% des enfants ont rattrapé leur écart négatif à la norme. Et dans ces 74%-là, il y a environ 30% d'enfants, et je parle de ça en 6 mois, alors imaginez sur 3 ans. En 6 mois, 30% de ceux qui avaient récupéré leur retard l'ont non seulement rattrapé, mais ils ont dépassé la norme. C'est-à-dire qu'il y avait une petite fille, je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est très marquant, mais ils ont été plusieurs dans ce cas-là. Elle avait en mémoire de travail 28 mois de retard par rapport à son âge. C'est-à-dire que les enfants de son âge en moyenne avaient 28 mois d'avance sur elle. On sait, c'est ce que dit la recherche scientifique, la littérature, qu'a priori, c'est pas un retard qu'on rattrape. Et malheureusement, c'est prédictif de la réussite. Eh bien, cette petite fille, elle a récupéré en 6 mois ses 28 mois, et en plus, elle a pris 8 mois d'avance. C'est-à-dire qu'en 6 mois, elle a fait 3 ans de progression en mémoire de travail. Il ne s'agit pas du tout de vouloir enseigner une méthode. Nous voulons transcender l'idée de méthode. Ce que nous voulons, c'est dégager des invariants pédagogiques
qui vont tracer les contours d'un cadre dans lequel chacun trouvera les rails pédagogiques, les applications pratiques les plus cohérentes en fonction de ses moyens, ses possibilités et de ses contraintes.